Aujourd'hui, on va vous parler un petit peu. Donc, moi, je suis neurobiologiste, donc je ne suis pas du côté médical, donc je ne fais pas de consultation aujourd'hui. Bien que c'est compliqué, la mémoire, même ma consultation, un médecin est un peu perdu. Euh, Justement, Claude Bernard, je ne peux pas m'empêcher de le mentionner parce que c'est un des premiers qui a compris que pour faire de la recherche, pour comprendre une fonction du corps, il faut faire appel à la recherche fondamentale, avec des modèles animaux, souvent, et puis à la recherche appliquée, la recherche clinique. Et dans nos laboratoires, c'est exactement ce qu'on a fait, et c'est ce que j'ai essayé de faire moi-même toute ma carrière. Même si je n'avais pas connu Claude Bernard, c'est un des premiers quand même qui a initié cette idée fondamentale qui s'est répandue à travers la France, à travers le monde, sur cette recherche. Et aussi, deuxième élément très important de sa réflexion, c'est que l'expérience teste les conséquences de l'hypothèse. À chaque fois qu'on fait un travail scientifique, il faut faire une hypothèse. Moi, j'étais souvent dans les jurys de thèse et dans les jurys de recrutement au CNRS et je demandais aux gens, mais quelle est votre hypothèse? Ah, je n'ai pas d'hypothèse. Ah, si tu n'as pas d'hypothèse, c'est foutu. Enfin, il faut faire une hypothèse. Et à partir d'une hypothèse, on cherche, on met en place des expériences, comme Claude Bernard l'a mentionné, et on regarde si l'hypothèse est valable ou pas. Maintenant, on va parler de la mémoire. Alors, mais pour commencer, sur la mémoire, je vais faire une petite expérience fictive qui n'existe pas. Imaginons qu'il y a une méchante sorcière qui fait un breuvage magique. Et ce breuvage magique, malheureusement, la personne qui la boit, ça lui efface toutes ses mémoires. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est une potion magique qui efface toutes ses mémoires. Alors, qu'est-ce qui se passe pour la personne qui a bu ce breuvage épouvantable? Eh bien, ça efface plein de choses. Cette personne qui a bu ce breuvage, qui efface ses mémoires, eh bien, elle a oublié le chemin pour retourner chez elle. Elle dit, ah, je ne sais pas comment retourner chez moi. Elle ne sait pas ce qu'il y a dans le tiroir supérieur de la commode de sa chambre, par exemple. Parce que dans la commode de votre chambre, à coucher, vous savez que les chaussettes sont au premier étage et puis les serviettes sont en bas, par exemple. Vous le savez, vous l'avez en mémoire. Et cette personne, elle a oublié ça. Elle a oublié où est-ce qu'elle garait. Elle je me suis garé ma voiture, mais je ne sais pas où c'est. Elle a oublié beaucoup de choses. Mais aussi, c'est plus grave que ça. Elle a oublié comment elle peut marcher, parce que ça ne sait plus marcher, parce qu'on a appris à marcher. Hein. Elle ne sait plus comment attraper un verre, comme un truc tout simple comme ça. Hein. J'arrive très bien aujourd'hui à me demander à un bébé de 3 jours de faire ça, elle ne va pas y arriver, même de 6 mois. Hein. Donc elle a oublié comment attraper un verre. Elle a oublié comment conduire sa voiture. On a appris à conduire notre voiture. Elle a appris aussi, elle est capable de lasser ses chaussures, par exemple. Donc finalement, ça ici, elle a perdu la mémoire de l'espace, toute la mémoire spatiale, c'est-à-dire où on est dans l'espace, comment on est dans l'espace, comment on fait pour retourner chez soi. Si vous habitez sur Lyon, vous connaissez le trajet qu'il faut prendre pour aller à Lyon. Puis si on vous dit que l'autoroute est bloquée, ben, vous avez vous dites, pas grave, l'autoroute est bloquée, je vais prendre une route secondaire. Maintenant, on triche, on a des applications qui nous aident, mais avant, dans notre jeunesse, hein, on n'avait pas ces applications, et quand l'autoroute était bloquée, ben, on savait qu'on prenait la nationale 7 ou la 6 pour aller sur Lyon. Donc la personne a perdu la mémoire spatiale. Et aussi, elle a perdu la mémoire des savoir-faire. Tout ce qu'elle a appris depuis qu'elle est née, tous ses savoir-faire sont disparus parce qu'elle a bu cette potion magique. Mais c'est pire que ça. Elle a aussi oublié l'identité des gens qu'elle connaît. Quand elle voit des personnes, elle dit « je ne connais pas ». Elle a oublié aussi comprendre et parler les langues qu'elle connaît. C'est-à-dire que quand on lui parle en français, si c'est une Française ou un Français, ben ça fait comme un bébé. Donc elle a oublié aussi que 6 x 7, ça fait 42. Hein. Elle a oublié que Paris est la capitale de la France. Elle a oublié que cette personne qui était Jules César. Alors, donc, ça, c'est la mémoire sémantique. C'est-à-dire, c'est tout ce qu'on a appris depuis qu'on est né, qu'on nous a appris à l'école et avec nos parents. C'est pour ça que. Alors, donc, c'est dans notre mémoire. Et c'est pire que ça. Après, elle a oublié ce qu'elle a fait ce matin. Elle a oublié qu'elle est allée avec qui elle est allée en vacances l'été dernier. Cette personne, elle a aussi oublié ce que l'odeur du café évoque comme souvenir. Quand vous avez bu du café la dernière fois, c'était où, par exemple?
Donc, elle a oublié plein de choses. Donc, finalement, là, elle a perdu la mémoire sémantique. Là, elle a perdu la mémoire, qu'on appelle la mémoire épisodique. C'est qu'est-ce que j'ai fait hier soir, qu'est-ce que j'ai fait, où est-ce que je suis allé en vacances au mois d'août, qu'est-ce que j'ai fait hier soir, quel film j'ai vu la semaine dernière, avec qui j'étais, est-ce que c'était le matin, l'après-midi, le soir, etc. Donc, finalement, cette personne qui a bu cette potion, elle est complètement perdue. Hein. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le temps passe. Il adore faire ça, le temps. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas où il va. Peut-être un jour on trouvera une réserve de temps quelque part qui s'est accumulée. Le temps passe, et puis quand on est avec des fonctions sensorielles et motrices cognitives juste à la naissance. Un bébé qui est capable de téter, mais incapable de marcher, il ne connaît pas la langue, il ne connaît rien. Et puis le temps passe, et puis avec l'ensemble de nos mémoires, on devient des adultes. D'accord? On devient un adulte avec nos fonctions, nos savoir-faire, notre sémantique, nos langues, etc. Mais c'est toutes nos mémoires qui font ça. Et si jamais on buvait cette potion qui fait perdre la mémoire, eh bien, on retourne à l'état du bébé du premier jour de notre naissance. Donc, quand on est avec notre bagage génétique, on est né, disons, génétique de l'humain, et puis, avec la somme de nos mémoires, on devient des adultes. Donc, la mémoire, elle est partout, finalement. Donc, il y a plusieurs types de mémoire. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de mémoire. Je vous ai montré qu'il y avait les mémoires sémantiques, les mémoires spatiales, les mémoires du temps, etc. Il y a plein de sortes de mémoires. Donc, l'ensemble de toutes nos mémoires, ça fait notre individualité. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est nos mémoires. Si on perd nos mémoires, on est foutu, on n'est plus soi. C'est la clé de l'individualité. Alors, pour le neurobiologiste, quelles sont les bases neuronales de toutes ces mémoires? C'est une question difficile, ça. Et donc, depuis 70 ans, à peu près, les neurobiologistes se cassent les dents là-dessus pour essayer de répondre à cette question. Comment ça marche, ces trucs? Donc, aujourd'hui, je vais essayer de vous montrer quelques éléments de réponse à ces questions qui ont été évoquées depuis une soixantaine d'années, mais il reste beaucoup de questions ouvertes. Et après, on discutera comment préserver la mémoire et comment l'améliorer, éventuellement. Alors, quand on est un neurobiologiste, on est confronté à... Il y a plein de sortes de mémoires. Donc, il y a deux questions qu'on se pose, on fait des hypothèses. D'abord, on se pose des questions. On dit c'est où dans le cerveau? Et après, comment ça marche? Par quel mécanisme? Alors, s'il y a plusieurs types de mémoire, il y a peut-être plusieurs régions cérébrales impliquées. Peut-être que la mémoire des mathématiques, ce n'est pas la mémoire de comment chausser ses chaussures, par exemple, ou faire un revers au tennis, peut-être. Là où j'ai garé ma voiture, c'est peut-être pas la même structure cérébrale qui est importante pour savoir que Paris est la capitale de la France. Donc, peut-être pas. Et puis, s'il y a plusieurs régions cérébrales, il y a aussi peut-être plusieurs mécanismes. Alors là, pour un neurobiologiste, c'est encore plus compliqué. Il y a peut-être plusieurs régions cérébrales et peut-être plusieurs mécanismes. Alors, je vous dis tout de suite, il y a plusieurs régions cérébrales, mais il y a toujours le même mécanisme. Ça marche. Alors, la première question que les neurobiologistes se sont posées, c'est où dans le cerveau? Est-ce que la mémoire, par exemple, c'est là, ou c'est peut-être un peu partout? Il n'y a peut-être pas de région, parce qu'avec l'arrivée de l'informatique, on s'est dit, dans notre cerveau, il y a peut-être un disque dur, comme dans un ordinateur, qui stocke toutes les mémoires, et il y a un endroit du cerveau qui stocke toutes les mémoires dont j'ai parlé tout à l'heure, peut-être sont stockées là, dans une espèce de disque dur. Et si le disque dur est cassé, ben, je perds mes mémoires. Alors comment? Et puis, pourquoi pense ah, pardon, je ne peux pas revenir en arrière, pas grave. Pourquoi pense-t-on que la mémoire est localisée? Parce qu'il y avait quand même déjà des vieilles données, qui indiquaient que certaines mémoires étaient localisées. Comme vous le savez peut-être, vers 1861, Paul Broca, à l'Institut à Paris, à la Salpêtrière, il a reçu un patient un jour. Il s'est dit, mais ce patient, il disait toujours, il était incapable de parler. Sa femme disait, mais c'est bizarre, avant il me parlait normalement. Et maintenant, il ne dit plus rien d'autre que il ne peut plus parler. Et alors, à cette époque-là, il n'y avait pas d'IRM, on ne pouvait pas faire ça. Ils ont attendu le décès du patient.
Ils ont regardé dans son cerveau, ils ont trouvé que j'avais fait une grosse AVC ici, là. Et Paul Broca qui était donc il a eu la chance de dire c'est l'air de Broca. Hein, parce qu'à cette époque-là, les airs n'avaient pas de nom encore beaucoup. Donc lui, c'est l'air de Broca, c'était important pour la mémoire de la motricité. Il ne pouvait pas. Parce que apprendre à parler, au début, un bébé, quand il fait blablabla, puis après, il apprend à parler. Si vous étiez né au Cambodge, ben vous parliez cambodgien. Ce serait facile. Et on apprend à parler. Et puis un peu plus tard, dans le même siècle, M. Wernicke, qui était dans les pays de l'Est, en Hongrie, je pense, il a eu un patient qui était normal, et tout à coup, il s'est dit, mais quand on lui parlait, ça n'avait aucun sens. Il a comme un bébé. Comme quand on voyage, si vous débarquez au Vietnam ou en Hongrie, vous entendez parler les gens, vous ne comprenez rien. Donc, lui, il a trouvé que son patient il avait une lésion ici, cérébrale ici, qu'il a appelée l'aire de Wernicke. Et donc, il a dit c'est la zone de la mémoire, de la compréhension de la parole. C'est là qu'on apprend, c'est là que se sont stockés la signification des mots. Et puis plus tard, on a découvert que ces deux aires, ils étaient connectés intimement par un faisceau de fibres nerveuses. Heureusement, parce que lorsque je vous parle, il y a ça, puis vous pouvez, dans une conversation, on entend quelqu'un quand il répond, on dit bonjour, bonjour, ça va, et toi? Ça va, c'est là, et toi, c'est là. Donc les aires du langage semblent les mémoires motrices du langage et les mémoires de la signification des mots semblent stockées dans des endroits particuliers. Alors pourquoi pas toutes les autres mémoires? Donc à partir de là, les gens ont cherché. Non, c'est le deuxième, non? Non? Pour passer? Oui, c'est le deuxième. Oui, celui de dessous. Voilà. Alors, si la mémoire du langage est localisée, il y a deux boutons, c'est contre-intuitif, c'est celui d'en bas qui passe. Alors, si la mémoire du langage est localisée, est-ce que c'est le cas des autres types de mémoire, la mémoire sémantique, la mémoire spatiale, la mémoire, etc. Alors, mais pour répondre à la question, c'est difficile. Alors, c'était l'objet d'études des neurobiologistes et des cliniciens depuis environ 1950. Je vais vous donner aujourd'hui quelques résultats marquants des 80 dernières années. Alors, il existe, dans le monde, il y a des milliers et des milliers de chercheurs, il y a des dizaines de milliers d'articles sur les mécanismes de la mémoire. Je ne peux pas les résumer aujourd'hui, je ne les connais même pas tous. Chaque jour, ils sont publiés des dizaines, tous les jours. Quand on voit un colloque sur la mémoire, il y a peut-être 20 000 participants. Chacun travaille sur un sujet spécifique, donc c'est un domaine très, très actif. Alors, pour tenter de résumer les principales avancées, nous allons partir je vais partir quand même pour vous aider, à partir de l'apprentissage. C'est pour vous aider à comprendre comment fonctionne la mémoire. On va partir de l'apprentissage, l'acquisition d'informations nouvelles, quand on fait ça tous les jours. Alors, tous les jours, dans la vie de tous les jours, on fabrique des mémoires. La première type de mémoire qu'on fabrique, ce sont des événements brefs. Par exemple, sur mon exemple, c'est Sylvie qui se balade, rue nationale à Villefranche. Elle rencontre sa copine. Ah, comment ça va? Ah oui, ça va bien, tes enfants, ça va bien. Moi, je suis pressé, vous avez acheté le pain, il faut que je rentre pour. Donc, l'événement est bref. Mais normalement, cette personne, plus tard, va dire ah oui, si elle se rencontre de nouveau, oui, on s'est rencontrés, rue nationale, je me souviens. Tu t'en souviens pas? Si elle ne s'en souvient pas, c'est pas normal. Mais ceci dit, on ne mémorise pas tous les gens qu'on rencontre. On va mémoriser les gens, par exemple, qu'on connaît. Quand on se balade rue nationale à Paris ou à la Part-Dieu, on ne mémorise pas tous les visages qu'on voit. Je ne pense pas. Heureusement d'ailleurs. Le cerveau serait complètement. Mais là, c'est une copine. Mais l'événement est bref. Et si elle vous dit ah oui, on s'est vu rue nationale, normalement, vous dites ah oui, je me souviens, on s'est vu rue nationale, c'était au printemps dernier, c'était à l'automne, il commençait à faire froid, je me souviens, mais quand même, il faisait chaud et je n'étais pas tellement habillé. Premier type d'élément qu'on stocke en mémoire. Le deuxième type d'éléments qu'on stocke en mémoire, c'est des choses qu'il faut répéter un grand nombre de fois. Ici, il ne faut pas le répéter. On compte, on dit ah comment ça va Sylvie, c'est terminé, c'est bref. Alors, par exemple, apprendre à jouer du piano, laver ses lacets, lasser ses lacets, apprendre les mathématiques, c'est long ça. C'est long. C'est pour ça qu'il faut aller à l'école des années
des années pour apprendre les mathématiques, la sémantique, la géographie, le nom des départements français, la table des multiplications, apprendre à jouer du piano ou du violon ou jouer au tennis parfaitement. Ça, c'est des choses qu'il faut répéter, 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 répéter. Votre professeur va dire répéter, répéter. Il va dire que ça, on ne le répète pas. Donc notre cerveau est capable de faire deux choses. Il est capable de stocker des événements qui sont brefs, et puis il est capable de stocker des savoir-faire. Mais par contre, les savoir-faire, il faut les répéter. Ah, tiens, 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 ça a beaucoup intrigué les neurobiologistes, c'est-à-dire que dans le cerveau, il y a des mécanismes qui permettent de stocker des événements brefs, et des mécanismes qui permettent de stocker des événements, mais uniquement lorsqu'ils sont répétés. Ça veut dire que quelque part dans le cerveau, il y a des neurones qui sont capables de stocker cette information, et qu'il y a d'autres neurones, ou les mêmes, et des mécanismes qui sont capables de stocker des informations, des savoir-faire. Alors, ça c'est une observation, mais après, les neurobiologistes des années 50, 60, 70 se sont dit, mais il faut savoir où chercher. Si vous ne savez pas où chercher, si je vous dis j'ai caché un trésor, dites-moi au moins où. Ah, c'est sur Saint-Julien. Ah, c'est déjà plus intéressant, ça limite, la Terre est grande. Hein. Donc, la neurobiologie, dans le cerveau, il y a il y a des centaines de milliards de neurones et des centaines de structures. Donc, jusqu'aux années 50, 70, on ne savait pas tellement où chercher. On dit, il y a la mémoire, c'est là-dedans, mais on ne sait pas où chercher. Et les neurobiologistes ont commencé à savoir, simplement à savoir où chercher grâce à une erreur médicale. Donc, c'est la recherche clinique. Donc, ce monsieur Henry Gustave Moleson, qu'on a appelé pendant longtemps HM, ses initiales, vous ne regardez pas la diapo qui est en anglais si ça vous gêne, mais je vais vous expliquer son histoire. C'est un monsieur qui est né en 1926, à la frontière du Canada et des États-Unis. Il était aux États-Unis. Et quand il était jeune, vers 7-8 ans, il faisait du vélo. Et il est tombé, et sa tête a heurté le bord du trottoir. Donc, il était un peu sonné, on l'a amené à l'hôpital, on a vérifié, on dit tout est bon, vous pouvez rentrer chez vous. Pour l'instant, il n'y avait pas de conséquences plus graves que ça. Mais dans les mois qui ont suivi, il a commencé à faire une crise d'épilepsie. Et après, une deuxième crise d'épilepsie. Et entre 10 ans jusqu'à 20 ans, 21 ans, 23 ans, il commençait à y avoir des crises presque tous les jours. Et à cette époque-là, il y avait bien les antiépileptiques, mais les antiépileptiques qu'on donnait aux patients, à ce patient-là, ne s'avéraient inefficaces. Impossible d'arrêter les crises d'épilepsie. Comme il avait des crises d'épilepsie plusieurs fois par jour, des grosses crises d'épilepsie, alors on a quand même, à l'époque, on faisait passer, ce qui existe toujours, l'électroencéphalogramme. L'électroencéphalogramme, ça existe depuis les années 40, c'est Hans Berger qui a inventé ça dans les années 40, mais ça permet de localiser le fait que les crises d'épilepsie en général, ils sont, comme on va le dire tout à l'heure, naissent un peu souvent dans le lobe temporal ici. Donc ils ont vu que ce monsieur, la crise d'épilepsie était dans le lobe temporal gauche, mais malheureusement aussi dans le lobe temporal droit. Et donc il avait une épilepsie bilatérale du lobe temporal. On va voir, je vais vous montrer ces photos. Alors, ce que décide le neurochirurgien de l'époque, M. Scoville à Boston, l'université, le 1er septembre 1953, pour la première fois, il fait une ablation de la région épileptique et des deux côtés. Comme m'indique pas mon schéma, il enlève la partie droite. Le lobe temporal, c'est ici, là. Parce que c'est simplement parce que c'est la tempe. Hein. Le lobe frontal, c'est parce que c'est là. Tout simplement, c'est le front. Donc, il enlève des deux côtés. Et puis, ce qui se passe, c'est que l'ablation d'une partie du lobe temporal, donc le patient, il a 27 ans à l'époque, le jour de cette opération. Et puis, très content, quand le sujet se réveille de l'opération, il semble normal. C'est-à-dire qu'en plus, il a pratiquement plus de crise d'épilepsie, très rarement. Il parle normalement, il peut se lever, il peut parler, tout va bien. Donc l'opération est jugée réussie. Mais un problème, il se rend compte très vite que M. HM, qui a eu cette ablation bilatérale des lobes temporaux, la partie interne des lobes temporaux, eh bien, on voit ici, comment ils ont enlevé, ça c'est la vue de dessous, le frontal du cerveau. C'est une vue de dessous, ça c'est un cerveau normal, le lobe temporal, c'est ça ici, là.
lobe frontal est ici, tout simplement, le cerveau est derrière. C'est le cerveau qui est vu par-dessous. Et ça, c'est un cerveau normal. Et le HM, on lui a enlevé tout ça, la partie interne de lobe temporal. Donc, on a enlevé plusieurs structures. Et ça, c'est la vue frontale. Si on prend une coupe de cerveau frontal de M. HM, ça, c'est un cerveau normal. Ça, c'est le lobe temporal ici qui est ici. Et on voit ici le gros trou, là. Alors, ce qui est formidable, c'est que d'abord, ce type, il se réveille, il n'est pas mort. Non, parce que... Non, mais ça aurait pu le tuer. Alors, par contre, c'était des opérations quand même très délicates à l'époque. Parce qu'il fallait aller au cœur du cerveau sans tuer le bonhomme. Il y avait 2 ou 3 chirurgiens dans le monde qui pouvaient faire ça. Et non seulement il n'est pas mort, il est normal, il se lève, il marche, il parle, il entend, on teste ses fonctions sensorielles, il voit normalement, il entend normalement, il touche normalement les choses, il est capable de marcher, ses fonctions sensorielles et motrices sont tout à fait normales. Mais ça c'est toujours, excusez-moi, c'est toujours la même, ça c'est plus tard, comme il a vécu jusqu'en 2008, on a pu faire une IRM de son cerveau, enfin, une IRM, parce que dans les années 50, il n'y avait pas d'IRM, et on voit qu'il y a ces 2 trous-là, ici, ça c'est le cerveau de HM, ça c'est normal, c'est les ventricules cérébraux, il ne faut pas s'affoler, si vous avez une IRM et vous voyez ça, c'est normal. Mais par contre, là j'ai mis j'ai dessiné ici les 2 trous qu'il a dans son cerveau. Et dans un cerveau normal, ici, il y a le lobe temporal ici. Et donc, dans ce lobe temporal, il y a une structure dont vous avez sûrement entendu parler qui s'appelle l'hippocampe. Et donc, on a enlevé l'hippocampe et plein d'autres choses autour. Des structures qu'on appelle para-hippocampe. On a enlevé l'hippocampe. Et à partir de... Alors, par contre, donc dans ce cerveau-là, dans le cerveau ici, il y a une structure qui s'appelle l'hippocampe. Pourquoi? Parce que ça a une forme qui rappelle un peu celle de l'hippocampe. Elle est un peu comme ça. Alors, ce monsieur HM, il a été très intéressant, et malheureusement pour lui, mais il était très intéressant pour les neurosciences de la mémoire, parce que ce qu'on a remarqué, qu'il y avait des choses de sa mémoire qui étaient perturbées, et d'autres éléments de sa mémoire qui étaient complètement intacts. Alors, ce qui est perturbé, ça lui a fait une espèce de gros trou de mémoire. Il dit, mais qu'est-ce que je fais là? Mais vous êtes monsieur Molezo, vous êtes hospitalisé depuis plusieurs semaines ici, parce que bon. Alors, et donc, tout ce qu'il a vécu depuis entre 9 mois et 11 ans, ça dépend des événements, avant l'opération, est effacé. Il a perdu la mémoire des événements antérieurs, pas tous. Il disait par exemple, dans les années 70, je pense qu'il y a un type qui s'appelle Kennedy et qui a été assassiné, mais je ne sais pas qui c'est. Parce que comme à la télé, il avait vu des centaines de fois l'information sur l'assassinat de Kennedy. C'était répété. Mais il ne pouvait pas dire ni où, ni qui c'était. Si on lui demandait la mémoire, il a perdu la mémoire alors aussi il est incapable de stocker de nouveaux souvenirs. Il a vécu 55 ans après l'opération. Il était incapable de fabriquer de nouveaux souvenirs épisodiques. C'est-à-dire, qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Par exemple, sa femme venait le voir le matin. Sa femme, il la connaissait depuis longtemps, donc il la reconnaissait. Bon, je ne me souviens pas son prénom, disons qu'elle s'appelle Mary. Bonjour Mary, ça va? Elle sortait de la chambre, elle revenait 10 minutes plus tard, elle me disait, mais t'es pas venu me voir aujourd'hui? Ah, ben oui, je suis venu te voir il y a 10 minutes. Alors, les nouveaux médecins qui l'ont soigné, qui connaissaient depuis moins de 9 mois, eh bien, à chaque fois que le médecin venait, il disait, mais je ne vous connais pas, vous qui... Ben, oui, mais je présentais à chaque fois, je jouais le jeu. Donc, et puis, donc, il a fait un gros trou de mémoire, mais par contre, ses souvenirs d'enfance étaient intacts. On disait, quand vous avez 8-9 ans, ah oui, mais j'habitais telle ville, mes parents, ils pouvaient décrire sa chambre, ils pouvaient décrire sa maison. Il avait un trou de mémoire limité dans le temps. Et puis, incapable de fabriquer. Et quand on lui demandait son âge, un jour, il disait, ben, je ne sais pas, moi, j'ai 40 ans. Puis le lendemain, on disait, quel âge vous avez? Ben, j'ai 12 ans. Après, on lui disait, ben, quel âge vous avez? 3 jours plus tard, il disait, j'ai 75 ans. Donc, il était complètement perdu dans le temps. Donc, on avait touché quelque chose qui permettait de mesurer le temps. Et puis, il était perdu dans l'espace. C'est-à-dire que dès qu'il sortait de sa chambre, si jamais il sortait de sa chambre, ben, il était perdu. Il fallait le ramener. Il disait, ben,
Donc, il ne pouvait pas habiter vraiment, il n'était pas autonome, il ne pouvait pas être chez lui, même quand il est retourné chez lui. Il fallait toujours quelqu'un qui l'amène, par exemple, à la boulangerie ou bien faire des courses parce qu'il ne pouvait jamais retourner chez lui. Il avait perdu la mémoire spatiale. Donc, il a perdu la mémoire, un trou de mémoire de quelques mois à quelques années, incapable de fabriquer de nouveaux souvenirs. Il a perdu la notion du temps, il a perdu la mémoire de l'espace. Il n'a pas dit beaucoup de choses. Hein. Mais par contre, il y a beaucoup de choses qui sont intactes chez lui. Sa mémoire épisodique de sa jeunesse, comme j'ai dit, elle est intacte. Vous vous rappelez quand vous étiez jeune, où est-ce que vous... Ben oui. Donc tout ce qui est très ancien est intact. Ses savoir-faire, parce que c'est pour ça qu'il savait faire, il est tombé à vélo, il peut toujours faire du vélo. Donc ses savoir-faire sont intacts. Il était aussi capable d'apprendre de nouveaux savoir-faire. Par exemple, un test simple, un test du puzzle. Quand on fait un puzzle, la première fois qu'on fait un puzzle, c'est long. Et si on le refait 2 fois, 3 fois, 4 fois, chaque jour le même puzzle, on s'améliore. Lui, il s'améliorait très bien, comme quelqu'un de normal. Il disait toujours, mais j'ai jamais fait ce puzzle, moi. Il avait oublié qu'il avait fait ce puzzle, mais alors donc sa mémoire automatique des savoir-faire fonctionnait très bien. Son raisonnement aussi, on lui a fait passer des tests de QI sur 50 ans, et ses QI étaient tout à fait aussi au niveau que quelqu'un du même âge. Et puis sa mémoire sémantique était intacte aussi, donc, parce que la preuve, quand on lui parlait, il comprenait très bien ce qu'on disait, il pouvait répondre, parce que le langage, on l'a appris. Hein. Comme je disais, si vous voyagez, vous allez en Hongrie, les gens vont vous dire, vous demandez votre chemin en français, il vous répond en hongrois, vous dites please, I don't speak hongrois. Donc, il a sa mémoire, et on disait la capitale des États-Unis, ben, chez Washington. L'Amérique, il y a 3 continents, il y a l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud. Donc tout ce qu'il avait appris à l'école était intact. Mystère de mystère. Donc il a perdu une partie de sa mémoire, mais pas toute ses mémoires, dont on a parlé tout à l'heure. Donc ça a mis beaucoup la piste. Donc les gens ont fait l'hypothèse que dans le cerveau, l'hippocampe, c'est ça chez l'homme, c'est pour ça qu'on appelle l'hippocampe, parce que ça ressemble beaucoup à un hippocampe. On s'est dit, dans ce coin du cerveau chez l'homme, et peut-être chez l'animal aussi, on ne savait pas à l'époque, eh bien, il y a quelque chose qui se passe pour stocker certaines formes de mémoire. Certaines formes de mémoire, la mémoire épisodique. C'est-à-dire, qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière, quels sont les gens que j'ai rencontrés il y a 2 mois, mais pas mes savoir-faire, pas ma géographie, pas les mathématiques, etc. Donc, c'est l'hypothèse que ferait Claude Bernard, s'il avait fait cette manie, il dirait dans cette région de développement temporal, il doit y avoir des neurones capables de stocker de l'information. D'accord? Mais de l'information. Alors, ça, c'est un cerveau humain. L'hippocampe, c'est cette structure en bleu ici, là. C'est celle-là qui a été enlevée. Ça semble important que quand on l'enlève, le sujet garde ses savoir-faire, mais est incapable de stocker de nouvelles informations. Alors, par quel mécanisme les gens se sont dit, mais par quel mécanisme il doit y avoir quelque chose dans l'hippocampe, ces neurones, ils sont spéciaux, qu'est-ce qui permet de stocker comme ça de l'information? Alors, c'est là que la recherche expérimentale arrive, parce que bien sûr, on ne s'est pas amusé à relayer des gens des 2 côtés, et puis dans un cerveau humain, on ne peut pas faire, heureusement, éthiquement, on ne peut pas faire grand-chose. Alors, les gens ont regardé chez les animaux. Alors, les animaux spéciaux, comme dans mon laboratoire, les animaux les plus étudiés, c'est les rongeurs, les rats et les souris. Alors, ce que je peux vous dire, c'est que dans un rat et chez tous les mammifères, il y a les mêmes structures cérébrales. Il y a des volumes différentiels, mais il y a les mêmes structures. Donc, c'est l'avantage. Vous allez me dire, un rat, ça n'a rien à voir avec un animal, avec un humain, mais chez un rat, par exemple, eh bien, l'hippocampe, c'est très gros. Chez un oiseau aussi, parce qu'ils ont une très bonne mémoire spatiale aussi. Hein. Ils ont une mémoire, les animaux. Donc, l'hippocampe du rat, c'est très grand ici. Et puis, il y a le néocortex ici au-dessus, qui est plus petit. Chez nous, on a un néocortex qui est plus développé. Alors, les gens ont regardé dans l'hippocampe. Ça a permis de comprendre. Ils ont regardé les mécanismes qui pouvaient permettre à l'hippocampe, notamment, de stocker de l'information. Les propriétés neuronales qui permettent de stocker de l'information. Je vous en donner 2. Les premières pistes de la recherche, c'est les mécanismes de la mémoire.
Alors, la première chose qu'on a découvert dans l'hippocampe du rat, qu'on a découvert partout dans le cerveau après, c'est qu'il y a les neurones, qu'on appelle la plasticité des synapses de l'hippocampe. La plasticité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, alors dans l'hippocampe, ce qui a beaucoup aidé les recherches, c'est que la structure de cette histologique de l'hippocampe est très bien organisée. C'est très facile. Si vous descendez une électrode ici, vous arrivez très vite sur ces neurones. Alors, ce qui est en bleu ici, là, ce sont des neurones. C'est très facile de les enregistrer parce qu'ils sont très faciles d'accès, très gros et très bien localisés. Ce qui n'est pas toujours le cas. Alors, les chercheurs, ils adorent ça. Quand c'est facile, ils y vont. Quand c'est difficile, des petites structures au fond du cerveau, on n'y va pas trop parce que c'est trop difficile à trouver. On peut y aller, mais c'est beaucoup. Alors, dans l'hippocampe, c'est très facile de savoir si on enregistre ces neurones-là ou ces neurones-là. Ils sont très distants. Et puis, dès le début du XXe siècle, M. Golgi et Ramón Caral, qui ont eu des prix Nobel pour ça au début du XXe siècle, ils avaient découvert l'histologie. Ils étaient capables de montrer sur des coupes histologiques comment étaient organisées les différentes structures du cerveau. Et dans l'hippocampe, ici, on voit bien qu'ils ont identifié que ces neurones-là ici sont très gros, c'est ceux-là ici, là. Et ça a beaucoup aidé les chercheurs. Et puis à partir de, pendant des années, jusqu'au début du XXe siècle, jusqu'aux années 55, soit 56, les gens se disaient dans le cerveau, est-ce que les neurones se touchent ou bien est-ce qu'ils ne se touchent pas? Et on regardait ça au microscope photonique et on pouvait pas, c'était pas assez gros pour savoir si les neurones, quand on les regarde, on dirait qu'ils se touchent. On dirait. Mais quand on regarde au microscope électronique, on a découvert, dans les années 60, grâce au microscope, la synapse, dont vous avez entendu beaucoup parler. La synapse, c'est quoi? Les neurones, en fait, ils sont très pudiques. Ils sont des dizaines de milliards dans le cerveau, mais pratiquement personne ne se touche. C'est comme les humains. Il y a 9 milliards d'années. On envoie un message. Donc, qu'est-ce que fait un neurone? Il envoie un message chimique, qu'on appelle un neurotransmetteur, qui agit sur des neurones en face, qu'on appelle postsynaptiques, parce qu'il est de l'autre côté de la synapse. Et il y a des récepteurs. Et on s'est rendu compte que ces synapses ici, elles pouvaient changer de gain. Elles pouvaient être plastiques. Autrement dit, elles ne sont pas figées à la naissance. Dépendant si on les stimule, ils deviennent très efficaces. Si on ne les stimule pas, elles diminuent. C'est ce qu'on a trouvé dans l'hippocampe. On a trouvé grosso modo dans l'hippocampe, d'abord dans les années 70, que la force de la transmission synaptique entre les neurones de l'hippocampe, elle peut augmenter de 40% ou diminuer de 20%. Donc, autrement dit, il y a un grand range, comme on dit en français, on dirait en français, un grand écart entre la synapse au départ, elle est disons, entre guillemets neutre, puis après elle peut augmenter de 40% ou diminuer. Si elle est très utilisée, elle se potentialise. Si elle n'est pas utilisée, elle se dépotentialise. Et donc, ça c'est le principe de la plasticité synaptique. Alors, on se dit, ben voilà, c'est comme ça qu'elle fonctionne. Effectivement, il y a eu des milliers de manips derrière qui ont montré que c'était le substrat de l'engramme. C'est comme ça que le cerveau peut garder en mémoire des informations. Alors, soit ça augmente, ça fait la potentialisation, soit ça diminue, ça fait la dépression. Et ça a été découvert, c'est très vieux déjà. C'était découvert en 1974 par Bliss, Anderson et Lomo, 1974, qui ont fait un article pour montrer que les synapses de l'hippocampe étaient plastiques. Après, il y a la deuxième chose qu'on a trouvée dans l'hippocampe, c'était un peu plus tard, mais cette fois c'est sur des animaux qui sont libres de se mouvoir, c'est qu'on met une électrode ici, dans ces neurones, à côté de ces neurones, on regarde le taux de décharge des neurones. Et quand on regarde le taux de décharge d'un neurone ici dans cette région du cerveau, si vous écoutez le neurone, il fait toc, toc, toc. Il y a une décharge très, très lente, c'est très, très lent. Et si on met l'animal dans une boîte carrée, eh bien, s'il est là, ici, là, ça fait toc, toc. Si voilà, tac, 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 hop, toc. Tac, 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 tac. Donc, on s'est rendu compte que cette cellule-là, elle était uniquement active dans cet environnement-là, quand l'animal est dans le coin supérieur gauche ici. Mais une deuxième cellule qui est juste à côté, elle ne va pas coder le même espace. Elle va coder, par exemple, cet espace-là, cet endroit-là. Et si on change de cage,
si on change de cage, la même cellule, elle n'est pas spécialisée pour un endroit donné. Cette fois-là, la même cellule dans une autre cage, elle va décharger quand l'animal sera sélectivement à cet endroit-là. Et cette cellule-là, ici, elle va bien s'activer quand l'animal est là. Si on le met dans une autre cage, elle est ici dans cet environnement-là. Alors, au début, les gens ont enregistré une cellule à la fois, puis après, maintenant, dans les papiers récents, ils en enregistrent 150 à la fois. Alors, on sait qu'avec 20 cellules, si on enregistre 20 cellules de lieu à la fois, 20 cellules à la fois, on sait exactement où est l'animal. Autrement dit, on a découvert dans l'hippocampe du rat qu'il y avait des cellules de lieu qui codent l'espace. Ça a valu le prix Nobel à John O'Keefe en 2014. Le prix Nobel parce qu'il a découvert les cellules de lieu. Et il dit, tiens, ça commence à ressembler à HM. Quand l'hippocampe est lésé, il est perdu dans l'espace. On a découvert aussi des cellules, je n'ai pas le temps aujourd'hui de vous montrer, qui codent le temps. Donc, on a découvert dans l'hippocampe du rat deux propriétés fondamentales pour la formation de la mémoire épisodique. C'est que la plasticité synaptique, le codage de l'espace, où est-ce qu'on est. Là, si vous vous déplacez, il y a d'autres cellules de lieu qui vont se décharger. Donc, là, vous savez que vous êtes là. D'accord? Vous savez que vous êtes là? Êtes-vous là? Comment dire? Vous êtes bien là. Dès que vous allez vous déplacer, vous savez que là, je sais que je me suis déplacé d'environ 30 cm. Parce qu'il y a d'autres cellules qui vont s'activer. Et ainsi de suite. Donc, les synapses du néocortex. Alors, après, on s'est dit, pour terminer, on s'est dit, c'est très bien cette histoire, mais l'hippocampe, il est très important pour la mémoire épisodique. Il est capable de stocker facilement de l'information, parce que dès qu'on le stimule un petit peu, il s'augmente, ce qui explique que ça pour me souvenir tout de suite. Mais celui du néocortex, tous les savoir-faire et tout ça qui sont intacts, est-ce qu'ils sont plastiques aussi? Alors au début, dans les années 60-70, on n'a pas trouvé de plasticité synaptique dans les synapses du néocortex. C'est bizarre ça. Mais on s'est rendu compte que les synapses du néocortex sont aussi preuves de plasticité à condition qu'elles soient stimulées de façon de très nombreuses fois, sur plusieurs jours. Il fallait faire des manips sur des rats ou des souris, ceux qui ont stimulé les neurones lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, il ne se passait rien. À partir de samedi, dimanche, il commençait à se passer quelque chose. Donc, les synapses du néocortex, qui sont les neurones du néocortex, qui sont les plus nombreux chez nous, eh bien, ils sont plastiques, mais il faut les stimuler plusieurs fois pour qu'ils puissent former de la mémoire. Donc, en résumé, alors on sait maintenant que pour qu'un mot ou bien un endroit donné, il n'y a pas heureusement une cellule qui me dit que je suis là, il y a plusieurs cellules qui me disent que je suis là. C'est toujours un groupe de neurones. C'est pour ça qu'on en parlera tout à l'heure, on peut perdre des neurones, mais garder quand même pas mal de fonctions cognitives et spatiales intactes. Déjà à notre âge, on a moins de neurones qu'il y a 20 ans. 30 ans, 40 ans, mais je sais encore où j'ai garé ma voiture. Alors, on sait que, par exemple, ici, je prends un exemple, quand vous êtes dans votre chambre, eh bien, il y a ce neurone-là de l'hippocampe. Ah, je ne pourrais pas faire ça. Je ne peux pas aller. Tant pis, on ne peut pas reculer sur le système. Tant pis. Donc, le message, c'est que, bien que les chercheurs, au début, ils enregistraient une cellule à la fois, il ne faut pas s'imaginer qu'une seule cellule remplit toute la fonction. Il y a une fonction, le langage par exemple, ou le savoir que je suis là, ou comprendre un mot, ou savoir que dans mon tiroir de la salle de bain, il y a mes chaussettes au premier rang et les serviettes au deuxième rang, dans le deuxième tiroir. C'est toujours plusieurs neurones qui font ça. Alors pour terminer, on va faire un petit résumé. Pour terminer. Alors, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des structures. Ah, je ne peux pas aller. Est-ce qu'on peut retourner en arrière exceptionnellement, sans voguer le système? Tant pis. Alors, dans la précédente diapositive, ce que je voulais vous dire, c'est que dans l'hippocampe, eh bien, l'hippocampe, c'est très facile d'y induire de la plasticité synaptique. Et ça va permettre donc de stocker des souvenirs rapides en un seul essai. Dans le néocortex, qui est le gros volume de neurones dans notre cerveau, eh ben, c'est là qu'est stocké la majorité de nos savoir-faire, de notre développement sémantique, de nos capacités mathématiques.
Mais il faut les répéter, répéter, répéter. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'il faut aller à l'école très longtemps pour devenir un bon ingénieur ou un bon mathématicien, ou bien si on veut devenir un grand pianiste ou un grand joueur de tennis, il faut répéter, 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 s'entraîner, s'entraîner. Hein? Et alors ici, par contre, il y a des propriétés, mais il y a des inconvénients à ça. L'hippocampe, c'est très important pour la mémoire épisodique à court terme. Mais ce qu'on a découvert dans les années 90, c'est qu'un hippocampe est capable de fabriquer des nouveaux neurones. Donc, on fabrique des nouveaux neurones, mais uniquement dans l'hippocampe. Donc, ça permet ça, même si on perd des neurones dans l'hippocampe, il est capable, et ces nouveaux neurones, on a montré qu'ils se réintègrent bien au circuit. Ça devient des neurones. Donc, on perd des neurones, mais l'hippocampe en fabrique quand même. Par contre, dans l'hippocampe, ça a une capacité limitée d'information. C'est exactement comme je vous dis, un numéro de téléphone 04 83 12 27 82. Si maintenant je vous dis un autre numéro de téléphone, maintenant je vous parle, c'est foutu, c'est effacé. Donc c'est une capacité limitée. Vous dites, ah, répétez-moi le numéro de téléphone. Si vous le recomposez, vous gagnez 10 000 euros. Mais répétez-le, j'ai oublié. Alors, l'hippocampe, vous allez dire, vous avez dit un numéro de téléphone, je m'en souviens, mais je ne me souviens pas lequel. Il faut répéter, répéter, répéter. Alors, c'est un stockage limité dans le temps, parce qu'on a vu chez H&M, quand on laisse cette région du cerveau, eh bien, et ces souvenirs anciens, ils sont très anciens, ils sont intacts, mais ces souvenirs de 9 mois avant l'opération, ils sont détruits. Il est incapable de fabriquer de nouveaux souvenirs. L'inconvénient de ça, c'est que les neurones de l'hippocampe, ils sont très excitables. Ils sont tellement excitables que c'est souvent la cause de l'épilepsie. 8 fois sur 10, l'épilepsie, ça prend naissance dans le lobe temporal, dans la région de l'hippocampe. Parce que ces neurones, entre eux, ils s'excitent facilement. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de neurones, pour des raisons qu'on connaît maintenant. Donc, l'inconvénient, l'avantage, c'est que ça permet de former des souvenirs sur des événements brefs, mais ça peut dégénérer très vite en épilepsie. Alors, c'est comme ces neurones, ils sont très excitables, ils sont tellement excitables, ça va rentrer beaucoup de calcium. C'est l'endroit du cerveau où commence la maladie d'Alzheimer. Donc, la grande excitabilité, ça permet de fabriquer des souvenirs à court terme, brefs, sur des événements brefs. Il ne faut pas beaucoup de stimulation, mais ça peut créer l'épilepsie et c'est les neurones qui sont très sensibles. Et puis ça va nous entraîner des pertes de mémoire épisodique. Le néocortex, lui, il a une capacité a priori limitée. J'ai rencontré personne qui me dit je ne peux rien apprendre de nouveau maintenant, mon cerveau est plein. Alors que sur mon disque dur d'ordinateur, ma clé USB, c'est marqué c'est plein. Mais dans un cerveau, il semble que le néocortex soit limité parce qu'il va trier de l'information. Il s'altère lentement avec l'âge, puisqu'on sait que dans le néocortex, les neurones sont très solides. C'est vrai que le néocortex va diminuer en épaisseur avec l'âge, mais bien moins vite que la région de l'hippocampe. Et puis, s'il y a trop de pertes dans le néocortex, ça va altérer les fonctions cognitives, genre prise de décision, langage, les savoir-faire. Les gens vont devenir peut-être, s'il y a trop de pertes, on va dire il perd en autonomie. D'accord ? Donc, mais c'est très lent. C'est pour ça qu'en général, quand on vieillit, en général, on est capable de faire plein de choses, même si on est âgé, parce que le néocortex est très résistant. Et l'hippocampe est capable de fabriquer des nouveaux neurones. Alors, pour terminer, donc, par contre, dans la vie de tous les jours, on rencontre des gens, et puis on apprend des choses, et on risque de les oublier. La plupart du temps, on va oublier les choses. D'accord ? Alors, on va les oublier, sauf si on les consolide. Si on les consolide, c'est-à-dire que vous rencontrez, par exemple, je prends mon exemple de tout à l'heure, elle rencontre sa copine, et 6 mois plus tard, elle se rencontre de nouveau, elle dit « Ah oui, je me souviens, on s'est vu ». Mais l'autre va dire « Ben non, je ne me souviens pas ». Il y en a une qui a consolidé et l'autre qui ne se souvient pas, sans pathologie particulière. Donc normalement, on oublie, sauf si on consolide. Et il y a beaucoup de travaux qui ont été faits ces 20 dernières années, sur la consolidation. La mémoire, c'est fragile, il faut la consolider. Et quand est-ce qu'on la consolide ? Eh bien, on la consolide, cette mémoire. D'abord, on a trouvé, que vous savez déjà, on a trouvé qu'au cours du sommeil,
Le cerveau, il fonctionne 24 heures sur 24. Hein. Vous ne perdez pas votre temps quand vous dormez. Hein. Parce que le cerveau est en train de trier l'information, le métabolisme va changer, les synapses potentialisées vont se repotentialiser plus fort, les synapses qui étaient faiblement potentialisées vont se dépotentialiser. Ça veut dire que vous faites le tri entre ce qui est important et ce qui n'est pas important. Et encore, le sommeil, c'est très important pour la consolidation de la mémoire. Et plus récemment, on a trouvé que la consolidation se faisait aussi pendant l'éveil. Pendant l'éveil. Et pendant l'éveil, c'est surtout quand on ne fait rien, quand on s'ennuie, quand on pense à rien. Alors, si vous êtes par exemple dans un train et vous regardez les paysages, c'est formidable, restez comme ça. Votre cerveau, il travaille là, il est en train de consolider de l'information. Et alors, ça pose un problème majeur parce que, notamment chez les jeunes, moi, une génération, c'est que la durée du sommeil est réduite. Et puis, lorsqu'ils sont éveillés, ils dégalent leur téléphone et ils scrollent. Donc, c'est un mode d'acquisition. Leur cerveau n'est jamais au repos. Je vis l'autre jour à la télé un reportage, le garçon, il disait, moi, j'ai mon temps d'écran sur TikTok, c'est 5 heures par jour, et c'est 2 heures par jour sur Facebook, ça fait 7 heures. Donc le cerveau n'est jamais au repos. Donc ça, à mon avis, ça va avoir des conséquences. Ça a déjà des conséquences sur l'attention des jeunes et sur la mémoire. Nécessairement, ça en aura. Parce que le cerveau, c'est le fruit de l'évolution de millions d'années. Et ça, c'est pas pour rien que dans le sommeil et le temps d'éveil, où entre guillemets, on ne fait rien de particulier, on n'est pas en mode d'acquisition. Alors, ce qu'on a découvert aussi récemment, c'est que, heureusement, il y a un dialogue entre les zones de mémoire à court terme et les zones de mémoire à long terme. Donc, il y a un dialogue entre l'hippocampe, il y a un dialogue entre l'hippocampe et lorsque je parle de la consolidation, si vous dites, votre copine que vous avez rencontrée à la rue nationale il y a 6 mois, je me souviens, c'est-à-dire que votre hippocampe, qui avait stocké l'information dans un premier temps, l'envoie au cortex, au néocortex. Et HM, lui, comme ça, les choses étaient déjà passées dans son néocortex depuis longtemps, il se souvenait de son enfance. Mais les trucs qu'il avait vécu depuis 8 mois, 9 mois, n'avaient pas eu le temps encore d'être transférés. Alors le transfert, il ne se fait pas au cours d'une seule nuit, il se fait au cours de plusieurs nuits de sommeil. Là, la nuit dernière, peut-être que vous consolidiez ce que vous avez fait au mois d'août dernier. D'accord ? Et même avant. Et c'est par petits morceaux, on sait que c'est par petits morceaux. Chaque nuit, on consolide des petits morceaux, de façon à ce que l'intégralité de l'épisode de vie soit consolidée. Alors heureusement, il n'y a pas de potion magique qui efface toutes nos mémoires. Alors les 5 piliers, pour garder une bonne mémoire, il y a eu des milliers d'articles là-dessus, j'ai fait une synthèse, mais on tombe toujours sur les mêmes choses, vous savez déjà. Les piliers pour garder une bonne mémoire, c'est avoir une activité. Alors, les piliers pour garder une bonne mémoire, c'est les mêmes piliers pour rester en santé, parce que le cerveau, n'est-ce pas, il est dans le corps. Hein, dans le corps. Et si quand le corps est en bonne santé, le cerveau l'est aussi. Donc l'activité physique régulière, ça montre que ça irrigue le cerveau notamment, mais pas que le cerveau, le cœur aussi. La deuxième chose très importante, la plus importante qui ressort, c'est les liens sociaux. Ce qu'on fait aujourd'hui, si vous êtes là, vous voyez du monde, plutôt que de rester chez vous tout seul, à regarder la télé, à scroller sur TikTok, les liens sociaux sont très importants. Parce que quand on voit les liens sociaux, on rencontre des gens, on voit des visages nouveaux, des fois on apprend, il s'appelle comment, il fait ceci, il fait cela. Bien se nourrir, ça veut dire quoi? Ça, c'est les problèmes de nutritionnisme, mais ça veut dire surtout éviter les aliments ultra transformés, manger des aliments qui viennent du coin, des aliments qui ne sont pas transformés, comme on a toujours fait. Hein. Ma grand-mère, elle avait son jardin, elle mangeait que des trucs de son jardin. Mais on n'allait pas au supermarché. Alors, pour avoir une bonne mémoire, bien sûr, c'est comme pour avoir un bon cœur. Pour avoir une bonne mémoire, il faut stimuler son cerveau par la lecture, par exemple la lecture, le cinéma, les voyages, etc. Il faut bouger un peu. Parce que quand on voyage ou on lit, on stimule son cerveau. Et puis, très important, de bien dormir. Si on ne dort pas assez, eh bien, on ne consolide pas la mémoire et on fatigue. Donc, si on fait tout ça, on optimise nos chances d'être en bonne santé en général et on optimise nos chances d'avoir une bonne mémoire en particulier. Alors, si vous voulez en savoir davantage sur le cerveau,
Moi, je suis conseiller scientifique de la semaine. Donc, on fait la 28e édition. Chaque année, c'est toujours au mois de mars. Ça sera à Lyon, dans la métropole de Lyon. Si vous allez sur le site, si vous tapez Semaine du cerveau, vous aurez tout le programme. Sinon, vous allez sur le site programme Semaine du cerveau. Donc si vous allez sur ce site, vous aurez le programme de la Semaine du cerveau. Et puis je terminerai en remerciant Claude Bernard d'avoir initié cette approche, d'avoir initié et d'avoir développé le concept de la recherche expérimentale qui a pour objectif de tester des hypothèses. Parce que grâce à ça, nous, au labo, dans toute ma vie, j'ai fait du Claude Bernard sans le savoir. On avait des hypothèses, on cherchait et on essayait de trouver des choses sur la mémoire, notamment. J'ai terminé. Merci.